Bonjour, je vous propose qu'on démarre, si vous voulez bien. Les participants nous rejoindront fil de l'eau. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire autour du projet qualité sanitaire et énergétique des rénovations. Je vous remercie de votre intérêt et de nous rejoindre cet après-midi. Donc, je suis Corinne Mandin du CSTB et je suis accompagnée de toute l'équipe projet QSE au CSTB, Mickaël Derbez, Elodie Saïd, Roukchala Anton et Stéphanie Deruino, qui pourront répondre à vos questions tout à l'heure. J'ai mis ma caméra pour vous saluer, mais je vous propose par la suite qu'on coupe tous nos caméras pour privilégier le son sur la bande passante et moins l'image. Le son et l'image de la présentation, donc je vous invite à couper vos caméras. Alors, le programme, Mickaël vous le présente sur la diapositive. Donc, voilà, nous allons avoir 35 minutes environ d'exposé où Mickaël va vous représenter le projet, son contexte, ses objectifs, le calendrier, très important. Et puis, une partie plus pratique où on va vous expliquer pourquoi on serait très, très ravis que vous participiez, qu'est-ce que ça va impliquer pour vous de participer, concrètement comment ça va se dérouler, et notamment comment ça va se dérouler dans le contexte de la crise sanitaire. On va vous présenter les mesures sanitaires qu'on met en place. Et puis, on terminera par un temps d'échange où vous aurez deux possibilités pour participer. Soit vous levez la main, vous voyez sur la barre horizontale au milieu de votre écran, quand vous passez la souris, il y a une petite main. Donc, soit vous levez la main et nous vous donnerons la parole, soit vous écrivez votre question dans le chat et nous la traiterons aussitôt. Alors, avant de passer la parole à Mickaël, deux dernières petites informations pratiques. Je vous invite aussi à couper vos micros dès lors que vous ne parlez pas, pour qu'on n'ait pas d'écho et pas de bruit de fond. Vous allez remarquer que la session est enregistrée, donc vous pourrez la réécouter si vous le souhaitez ou visionner la fin si vous devez partir avant. Et puis, elle sera donc mise à disposition sur le site internet du projet. Et puis enfin, toutes les questions que nous n'aurions pas traitées, si vous avez beaucoup de questions, nous y répondrons par email dans les prochains jours. Voilà, donc je vous remercie encore, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Mickaël Derbez. Merci Corinne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de commencer le descriptif de l'étude, je vais commencer par le contexte. Voilà. Au niveau du contexte, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la précarité énergétique, l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments est une nécessité. Suite à la parution en avril 2018 du plan de rénovation énergétique des bâtiments, les organisations professionnelles du bâtiment se sont mobilisées de façon collective pour contribuer à la réussite de ce plan sous la forme d'un programme d'action. Ce programme d'action a pris le nom de Profil pour programme de la filière pour l'innovation en faveur des économies d'énergie dans le bâtiment. Ce programme a été retenu par l'appel à programme lancé par l'État en 2018 dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, C2E. Ça a ciblé la quatrième période de ces dispositifs C2E qui a débuté en 2019 et qui s'achèvera en 2021. Le programme Profil comporte 9 projets, dont le projet Qualité sanitaire et énergétique des rénovations, ou QSE, qui est porté par le CSTB. Alors, quelles sont les origines de ce projet? Pourquoi on a décidé de proposer ce projet? La première des questions était de savoir, au niveau des performances énergétiques réalisées après les travaux de rénovation, est-ce que ces performances énergétiques escomptées sont réellement atteintes? C'est toujours la comparaison entre les consommations estimées et les consommations réelles. Et la deuxième question qu'on s'est posée, c'est y a-t-il une balance entre des niveaux ambitieux, voire très ambitieux de performance énergétique, et puis une qualité de l'environnement intérieur? Est-ce que avoir atteint un niveau de performance énergétique peut entraîner une altération du confort ou de la santé des occupants? Et pourquoi on se pose ces questions-là? C'est parce qu'on a
en tête de possibles contre-performances. Alors là, j'en ai cité quelques-unes, mais bien sûr, il y en a d'autres. Parmi les contre-performances possibles, on se dit qu'il y aura forcément une réduction du taux de renouvellement d'air global du bâtiment, puisqu'on va limiter de façon drastique les infiltrations d'air parasites. Et donc, cela peut entraîner éventuellement des pathologies au niveau du bâtiment et la santé des occupants. On sait qu'il va y avoir une émergence des bruits intérieurs. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le démasquage, où à l'époque, sans isolation, on a à la fois les bruits extérieurs et les bruits intérieurs. Et suite à des travaux d'isolation thermique et phonique de l'enveloppe, on risque d'avoir les bruits intérieurs qui vont émerger, qui vont avoir beaucoup plus d'importance. On a aussi d'autres contre-performances qui pourraient être liées à des risques de condensation et de développement fongique, puisqu'on va passer à des bâtiments qui ne sont isolés, qui ne sont pas isolés, à des bâtiments qui sont isolés, peut-être aussi avec des bâtiments qui vont présenter des ponts thermiques, donc il y a probablement des pathologies. Au niveau du confort thermique, il peut y avoir des risques de surchauffe estivale lorsqu'il y a une mauvaise gestion des ouvrants et puis des protections solaires. Il peut y avoir aussi même un inconfort en hiver si on a décidé de supprimer le système de chauffage avec les émetteurs de chaleur ou vraiment de le réduire drastiquement. Il peut y avoir aussi d'autres risques d'inconfort tels que celui issu des changements des équipements de ventilation ou de chauffage. Alors, dans le cadre de cette étude, on a deux objectifs. Le premier objectif, il est de proposer une méthode peu onéreuse et simplifiée qui va permettre d'évaluer la performance globale du bâtiment rénové. On entend par performance globale le triptyque consommation d'énergie, qualité sanitaire et confort des occupants. Cette méthode, elle pourra être déployée aussi bien dans les bâtiments à usage d'habitat que les bâtiments à usage d'école ou de bureaux. Le deuxième objectif est de tester cette méthode sur un panel de bâtiments assez variés et ça va nous permettre d'acquérir des connaissances sur les liens, sur les relations entre rénovation énergétique, qualité sanitaire et confort. Au niveau de la méthode, qu'est-ce qu'on va utiliser? En fait, le projet QSE se base exclusivement sur des suivis expérimentaux sur environ 110 bâtiments qui sont répartis dans toute la France et qui sont sélectionnés sur la base du volontariat. Donc, notre critère de sélection de ces bâtiments, il est basé sur la performance énergétique après rénovation. Donc, en priorité, on va s'intéresser à des bâtiments qui auront une rénovation énergétique dite entre guillemets ambitieuse. Alors, je m'explique, ça veut dire qu'on cherche des bâtiments pour lesquels on a amélioré l'enveloppe, donc on a renforcé l'isolation, on a changé les menuiseries et on a renouvelé un des deux systèmes qui peut être soit le système de chauffage, soit le système de ventilation ou alors les deux. Et puis, il y a une petite partie des bâtiments qu'on souhaite investiguer, qui sont des bâtiments dont la rénovation énergétique a été faite par éléments, c'est-à-dire soit on a amélioré en partie l'enveloppe et où on a fait un renouvellement partiel des systèmes de chauffage ou de ventilation. Alors, quelles sont les typologies de bâtiments que l'on recherche? Actuellement, on est à la recherche d'environ 50 bâtiments d'habitation qui se répartissent en donc maisons individuelles et logements collectifs. On recherche 30 bâtiments à usage d'école, et là on s'intéresse particulièrement aux écoles maternelles et aux écoles élémentaires, et 30 bâtiments à usage de bureaux. Ces bâtiments ont été répartis de façon homogène dans les 3 zones climatiques d'hiver. Alors, au niveau du plan d'instrumentation, nous avons réparti notre échantillon de bâtiments en 2 panels. Le premier panel, il représente la majorité de nos bâtiments, puisqu'on a 80% de ces bâtiments-là qui sont dans le panel 1. Le panel 1, ce sont des bâtiments pour lesquels les travaux de rénovation sont programmés au cours de la période d'études, donc entre 2019 et 2021. L'idée, c'est de pouvoir réaliser des investigations sur ces bâtiments-là avant les travaux de rénovation et après les travaux de rénovation.
Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ces mesures sur ce panel 1? Ça va nous permettre déjà d'avoir une évaluation directe de l'impact des travaux de rénovation entre avant et après. Et puis, ça va nous permettre aussi d'identifier les pistes d'attention spécifiques qui sont à surveiller après les travaux. Alors, on a bien conscience que dans ce panel 1, les mesures que l'on va faire après les travaux de rénovation vont être faits dans une année qui se situe juste après les travaux, qui est une année un peu atypique. Et donc, c'est pourquoi on a proposé donc un panel numéro 2 qui représente 20% de nos bâtiments, qui, eux, sont des bâtiments dont les travaux de rénovation sont terminés depuis 1 à 3 ans. Et donc, c'est dans ces bâtiments-là qu'on va pouvoir faire une évaluation fine de la performance globale, donc énergie, qualité sanitaire, confort, en régime établi. Et on va pouvoir aussi, du coup, identifier quels sont les points à pouvoir suivre, à pouvoir évaluer, etc. Je parle depuis tout à l'heure d'investigation ou d'enquête. Et donc, quel est le contenu d'une enquête? En fait, la durée d'enquête diffère en fonction des bâtiments dans lesquels on va. Pour les écoles et les bureaux, l'enquête commence le lundi matin et s'achève le vendredi après-midi, donc pendant 4,5 jours. Et puis, pour les logements, l'enquête dure une semaine entière. Quels sont les paramètres que l'on va mesurer? Alors, j'ai listé ici tous les paramètres que l'on mesurait pour qualifier la qualité d'air intérieur. Alors, il y a d'abord la mesure du confinement de l'air, donc du dioxyde de carbone, et des conditions de ventilation. Bon, je ne vais peut-être pas détailler, je pourrais revenir tout à l'heure si vous avez des questions, si vous souhaitez me poser des questions. On va mesurer des polluants chimiques, alors des aldéhydes, les composés organiques volatiles, dioxyde d'azote, et puis la pollution particulière. On va mesurer également le radon. Alors là, c'est un peu spécifique parce que le radon est un polluant qu'on mesure sur des périodes d'exposition de 2 mois, en période hivernale. On va également faire un diagnostic visuel des moisissures et mesurer le développement fongique. Toutes ces mesures vont être menées en parallèle du renseignement de questionnaires descriptifs qui vont permettre d'avoir des informations donc, précises sur les caractéristiques du bâtiment, l'année de construction, le type d'isolation, le type de système, sur les pièces investiguées, sur également les occupants, les caractéristiques des occupants et sur leur perception, également sur leur activité au cours des semaines d'enquête. Au niveau du confort, on va évaluer le confort de plusieurs ambiances, donc le confort thermique, le confort acoustique et le confort olfactif et visuel. Pour ce qui est du confort thermique, donc nous allons mesurer la température et l'humidité relative de l'air et nous allons, par questionnaire, interroger les occupants sur leur perception de ce confort thermique. Tous les bâtiments font l'objet d'un suivi de base, c'est-à-dire qu'on va mesurer pendant 4,5 jours ou 7 jours la température et l'humidité. Et à la fin de l'enquête, on questionne les occupants sur leur perception du confort thermique. Dans un sous-échantillon de bâtiments, on va faire en plus un suivi long terme des conditions de température et d'humidité relative entre 6 et 12 mois. Et ce suivi long terme, on va le compléter avec des questionnaires perceptifs que l'on va envoyer aux occupants pour toutes les saisons. Au niveau du confort acoustique, là encore, on mesure à la fois, on va mesurer, nous ici, le niveau de pression acoustique, et on va compléter nos mesures avec des questionnaires perceptifs que l'on va distribuer aux occupants. Les mesures que l'on va pouvoir faire au niveau acoustique vont nous permettre d'avoir une estimation de l'isolement des façades et aussi une évaluation du bruit généré par les systèmes, notamment les systèmes de ventilation, les systèmes de chauffage, les systèmes de climatisation. Et puis enfin, tous les aspects olfactifs et visuels seront renseignés par un questionnaire perceptif à renseigner sur la durée de l'enquête. Au niveau des consommations d'énergie,
tous les bâtiments vont avoir un suivi de base des consommations d'énergie qui est donc focalisé sur le recueil de toutes les factures d'énergie, que ce soit électricité, gaz, eau de combustible et eau, sur une période de 3 à 5 ans. En plus de cela, nous allons relever manuellement les index de consommation des compteurs en début et à la fin de l'enquête. Et là encore, dans un sous-échantillon de bâtiments, après rénovation, nous allons réaliser un suivi avancé des consommations d'énergie. Donc, nous allons mesurer les consommations réelles, donc au niveau des compteurs, donc électricité et gaz, et nous allons également faire des sous-comptages électriques et calorifiques selon les besoins. Et là, vous avez l'illustration des différents compteurs, différents capteurs que l'on va pouvoir installer sur les différentes installations de consommation. Alors, comment allons-nous réaliser cette campagne? Le recrutement des bâtiments et la réalisation des enquêtes est effectué par le CSTB, accompagné de 6 partenaires répartis sur 6 régions. Ces partenaires, donc, ils se composent pour la région Grand Est par l'association agréée de surveillance de qualité d'air Atmo Grand Est. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est par le bureau d'études spécialisé en santé médicaux. Pour la région PACA, c'est la société de conseil en environnement et plus particulièrement sur la qualité de l'air qui se nomme donc Ispira. Pour la Corse, c'est un binôme constitué par l'Agence d'urbanisme et du climat et Qualitaire Corse, qui est l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air en Corse. Et puis, pour la région Nouvelle-Aquitaine, il y a 2 partenaires, la plateforme technologique du bâtiment durable TIPI et Nubatech INEF4, qui est un centre privé de recherche appliqué sur la transition énergétique et environnementale du bâtiment. Et pour finir, en Île-de-France, c'est le CSTB qui va se charger de cette zone d'intervention. Alors, tous les partenaires ont été formés par le CSTB au mois d'octobre 2019. Et ensuite, nous leur avons envoyé le matériel d'enquête nécessaire pour la réalisation de leur mission. Alors, une fois que l'on aura terminé ces suivis expérimentaux, nous allons pouvoir fournir le premier livrable. Le premier livrable de cette étude, c'est un guide d'évaluation de la performance globale des bâtiments rénovés. Alors, ce guide, il s'adresse à qui? Il s'adresse d'abord aux maîtres d'ouvrage. Ça va permettre aux maîtres d'ouvrage d'avoir une meilleure compréhension des enjeux sanitaires liés à la rénovation énergétique de ces bâtiments et aussi de proposer le référentiel technique à soumettre au gestionnaire du bâtiment. Pour le gestionnaire du bâtiment, ce guide va lister toutes les recommandations pratiques et adaptées au terrain pour la suivi de la performance globale. Et puis, il va permettre d'accompagner pour analyser les résultats, pour corriger les éventuelles contre-performances à l'issue des travaux de rénovation. Et au final, pour l'occupant, l'intérêt, c'est de savoir que les aspects aussi bien sanitaires que les aspects confort ont été pris lors de la rénovation du bâtiment où il habite, où il travaille. Concrètement, qu'est-ce qu'il y aura dans ce guide? Parmi les points principaux qui seront présents, on a d'abord une liste de leviers à utiliser auprès des maîtres d'ouvrage, des gestionnaires de parc, pour mettre en place cette évaluation de la performance globale, et également des leviers à utiliser pour, auprès des occupants pour obtenir leur accord de consentement. On aura tout un volet sur le budget nécessaire à la mise en place de cette évaluation, l'organisation, les acteurs et les moyens techniques à mobiliser. Il y aura aussi un volet sur la stratégie de sélection des bâtiments, des logements, des pièces de mesure, une aide à l'interprétation des résultats et également sur les pistes de remédiation, et également sur les éléments de langage pour pouvoir communiquer de façon utile et sans anxiété, et puis une liste de ressources documentaires complémentaires. Il y a un deuxième livrable qui est attendu à la suite de ce projet, c'est l'évaluation des relations et des liens entre réduction des consommations d'énergie, qualité de l'environnement intérieur. On va pouvoir travailler sur l'impact immédiat des travaux de rénovation,
où là, on va comparer les résultats des mesures avant-après rénovation dans le panel 1. On va mettre en évidence les points de vigilance ou les dysfonctionnements pendant la première année de suivi après rénovation. On va pouvoir aussi évaluer la performance globale en régime établi, surtout, évidemment, sur le panel numéro 2. Et puis, toutes les mesures que l'on va pouvoir faire vont permettre d'établir les liens, les relations entre consommation d'énergie, qualité de l'environnement intérieur. Et puis, ça va nous permettre aussi d'identifier les causes, les facteurs qui seraient à l'origine d'éventuelles contre-performances, qui nous va permettre, du coup, après, de donner des préconisations. Alors, pour terminer, je fais un point sur le calendrier. La convention de mise en œuvre du programme Profil a été signée le 26 avril 2019. Les partenaires QSE ont été formés en octobre 2019 et ils ont commencé les instrumentations en novembre 2019. Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine phase d'instrumentation in situ. En septembre 2021, nous allons arrêter les instrumentations. Nous aurons ensuite 3 mois pour valider, exploiter les données de notre base de données finale et la fin de la convention est à ce jour au 31 décembre 2021. Donc, en fin d'année 2021, nous devrons livrer donc, le guide d'évaluation de la performance globale et l'étude sur les relations entre réduction de consommation d'énergie et qualité de l'environnement intérieur. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième partie de présentation sur la participation à ce projet. Et on a essayé de mettre toutes les questions que vous pouvez vous poser. Pourquoi participer à ce projet? Quels sont finalement les intérêts? Si j'y participe, qu'est-ce que je dois faire? Comment se déroule concrètement une enquête? Quels sont les engagements de sécurité par rapport à la crise sanitaire du Covid-19? Et au final, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, comment participer? Alors, pourquoi y participer? À la suite à la suite donc, de l'investigation qu'on va pouvoir réaliser dans votre bâtiment, vous aurez un état de la qualité de l'air intérieur et du confort, c'est-à-dire que on présentera les concentrations des polluants qui sont mesurés dans votre bâtiment et on les comparera avec les concentrations mesurées sur l'échantillon total du bâtiment. Et une autre comparaison sera faite avec les valeurs guides sanitaires et les valeurs réglementaires des polluants qui ont ces valeurs guides. Et au niveau du confort, il y aura une appréciation, une évaluation du confort qui sera faite selon les normes en vigueur. Il y aura un deuxième volet sur l'évaluation des consommations énergétiques réelles, où, comme je l'ai dit, on aura un premier niveau de base sur relevé de facture et relevé d'index, et puis sur un sous-échantillon, un relevé beaucoup plus précis et extrêmement poussé. Tout ça, ça nous permettra d'avoir une évaluation de la performance globale des bâtiments. Concrètement, vous allez recevoir à la fin de l'étude un rapport individualisé des résultats de mesure. Ce rapport sera anonymisé et tout cela sera effectivement gratuit, puisqu'on ne vous demande aucune participation financière. La deuxième question auquel on souhaite répondre, c'est qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ça implique pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir avoir accès évidemment au bâtiment, avoir accès au logement. On souhaite que le bâtiment et le logement soient occupés pendant nos enquêtes, donc avant ou après. Si possible, on souhaite que l'occupation soit identique entre avant la rénovation et après la rénovation. On souhaite également que les occupants respectent les consignes qui sont proposées. Alors, les consignes à respecter pendant la semaine d'enquête et les consignes liées au protocole sanitaire qu'on a mis en place. L'autre point, c'est la mise à disposition des factures, puisqu'on va demander de collecter des factures entre 3 et 5 ans. Et puis, on va demander également une participation pour pouvoir renseigner les questionnaires. Dans les logements, on va solliciter les occupants
pour avoir la compulsion de leur ménage, pour avoir leur perception du confort. Dans les écoles, on va solliciter le gestionnaire, on va aussi solliciter 3 enseignants, puisque dans chaque école, nous allons enquêter 3 salles de classe. Et puis, dans les bureaux, nous allons solliciter le gestionnaire et jusqu'à 15 occupants maximum. Nous allons également enquêter 3 espaces de bureaux un maximum dans chaque immeuble de bureau. Alors, comment se déroule une enquête? La première des choses est d'obtenir l'accord de l'occupant, ou alors du maire dans le cas d'une école, ou alors du gestionnaire. Donc nous allons envoyer un guide qui présente les dispositifs de mesure que l'on va mettre en place pendant la semaine d'enquête et les consignes à respecter pendant cette même semaine. On va joindre également un flyer qui présente nos engagements relatifs à la réalisation des enquêtes dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus et un accord de consentement qu'il faudra renseigner et signer. Une fois que l'on a obtenu l'accord de consentement, on va reprendre contact avec les occupants, la direction de l'établissement scolaire, le gestionnaire, pour choisir des dates pour la réalisation de l'enquête. Donc une date de pause et puis une date de retrait. On va demander à mettre à disposition les factures d'énergie et puis on va identifier ensemble 3 salles de classe dans les écoles et 3 espaces de bureau dans les immeubles à usage de bureau. Ensuite, on arrive au premier jour de l'enquête. Donc, pendant cette journée, pendant cette demi-journée, la durée oscille entre 2 à 3 heures d'intervention sur place. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser des mesures ponctuelles. On va installer des portoirs et des appareils de mesure. Alors, c'est ce que vous voyez sur les photos de droite. Ce sont en fait les portoirs qu'on a spécifiquement élaborés pour ces études de terrain, qui sont laissés pendant la semaine entière et à l'intérieur desquels se trouvent les appareils de mesure. Donc, c'est complètement protégé. Et donc, voilà. On va démarrer les mesures, on va faire la photographie des factures et on va renseigner les questionnaires. Il y a des questionnaires qu'on va renseigner qui vont être renseignés automatiquement par les enquêteurs et d'autres questionnaires qui vont être renseignés par les occupants, par l'enseignant, le gestionnaire. Et puis, on va distribuer un questionnaire perceptif qu'on va demander à l'occupant, à l'enseignant ou aux occupants des bureaux à renseigner à la fin de l'enquête. Voilà. Ensuite, nous allons revenir, donc soit à la fin de la semaine écoulée, donc le vendredi pour les écoles et les bureaux, soit alors 8 jours après dans les logements, et là pour une durée de 1 à 2 heures. On viendra arrêter les appareils de mesure, retirer les portoirs, finaliser le renseignement des questionnaires qui n'ont pas pu être finalisés à la première visite, et puis on va récupérer les questionnaires perceptifs. Alors, quels sont les engagements de sécurité par rapport au Covid-19 ? Au moment de la planification de l'enquête, on s'assurera que les occupants ne déclarent pas de symptômes au virus et ou qu'ils ne sont pas en situation de confinement suite à la déclaration de la maladie. Et nos enquêteurs devront aussi s'interroger sur les symptômes qu'ils présentent. Et s'ils présentent au moins un symptôme, on leur demandera de retourner chez eux et de consulter leur médecin. Et donc, ils ne feront pas l'enquête. En amont de l'enquête, notre équipe technique se charge de nettoyer et de désinfecter les appareils de mesure, les portoirs, les outils qui vont être utilisés et qui vont être placés dans les bâtiments. Une fois qu'ils vont être nettoyés et désinfectés, ils vont être placés dans des sacs plastiques hermétiques, dans des caisses avec couvercle, jusqu'au démarrage de l'enquête, pour pas qu'ils puissent être souillés pendant le transport. Voilà. Avant le départ sur le site, chaque enquêteur se munit d'un flacon de solution hydroalcoolique, de masques chirurgicaux et d'une visière de protection. Au cours du déplacement en voiture vers le site, on demande à nos techniciens de respecter les gestes barrières, de porter le masque, de respecter la distanciation physique. Donc la personne qui ne conduit pas devra s'asseoir à l'arrière du véhicule. On leur demande d'aérer fréquemment
le véhicule de toucher le moins possible l'intérieur des surfaces. En arrivant sur le site, chaque enquêteur va décharger une partie du matériel. Ensuite, il y a un enquêteur qui va se charger de faciliter l'accès au logement, à la salle de classe, au bureau, en ouvrant les portes, en appuyant sur les boutons d'ascenseur, les boutons de lumière, etc., pendant que l'autre, lui, déplacera le matériel. Et lorsqu'on sera en contact avec l'occupant, on rappellera le respect des gestes barrières et on indiquera les conditions spécifiques d'intervention. On va demander à ce qu'on pratique une aération des pièces pendant l'installation. On va aussi demander à ce qu'il y ait une absence d'occupants dans les pièces pendant l'installation. Et ensuite, au niveau du renseignement des questionnaires, on proposera soit de faire un renseignement en face à face, par interview, en respectant les distances, soit alors, si la personne préfère, convenir de rendez-vous téléphonique pour pouvoir faire le renseignement du questionnaire par téléphone, soit alors on pourra envoyer le questionnaire au format PDF et la personne, si elle a accès à Internet, pourra le renseigner directement et nous le renvoyer. Voilà. Alors, au final, comment participer à cette enquête? La seule chose à faire, c'est de nous contacter par courrier électronique et nous envoyer les caractéristiques de votre bâtiment. Une fois que l'on va recevoir donc, les caractéristiques, on va vérifier les critères d'éligibilité du bâtiment. Si le bâtiment n'est pas éligible, on reviendra vers vous et on vous expliquera pourquoi il n'est pas éligible. Et s'il l'est, on revient évidemment vers vous et on vous demandera le renseignement d'un fichier qui synthétise d'autres caractéristiques du bâtiment, notamment le type et l'énergie de chauffage, les types de compteurs d'énergie. Et suite au renseignement de ce fichier-là, une validation finale du bâtiment sera faite donc, par le CSTB. Si la validation, si le bâtiment n'est pas valide, dans ces cas-là, on prend contact avec vous et on vous expliquera pourquoi. Soit alors, on a d'autres bâtiments à instrumenter, soit alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est proposer votre bâtiment pour d'autres études, notamment dans le projet Profil, puisqu'il y a une étude sereine qui est piloté par la QC et sur lequel le CSTB est très investi, qui cherche également des bâtiments à expérimenter. Et puis, si la validation finale est parfaite, dans ces cas-là, on reprend contact avec vous et on procède à la signature de l'accord de consentement. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et nous sommes maintenant disponibles pour des questions. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Mickaël. Tu es pile dans le timing. Donc, je vous rappelle pour les questions, soit vous posez votre question dans le chat, soit vous levez la main et on vous donnera la parole. Donc, il y a une première question déjà pour Mickaël sur les collèges. Est-ce qu'ils peuvent faire partie de l'échantillon d'école? Alors, non, on a prévu, enfin, on souhaite investiguer en priorité les écoles maternelles et élémentaires. Pourquoi ce choix? C'est parce que quand on regarde le plan de rénovation énergétique, on s'aperçoit que pour les collectivités locales, c'est les établissements donc d'enseignement et écoles maternelles et écoles primaires qui sont les plus énergivores, sur lesquels il faut travailler. Donc c'est pour ça qu'on a mis notre priorité sur écoles maternelles et élémentaires. Oui, après, pour compléter, Mickaël, si on a trop de diversité de bâtiments, ça devient compliqué en termes d'exploitation statistique aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, les crèches. Dans la suite, Mickaël, est-ce que les crèches sont incluses dans notre étude? Non, malheureusement, pour les mêmes raisons que j'ai citées par rapport au collège. Oui, les crèches sont finalement très différentes en termes d'usage, de bâtiments. C'est des bâtiments beaucoup plus récents que les écoles, beaucoup plus équipés de ventilation mécanique, et puis les usages sont tout à fait différents. Alors, une autre question, donc, est-ce qu'on doit prévoir une communication auprès des locataires? C'est un bailleur qui pose cette question.
Alors oui, c'est possible. Vous pouvez diffuser les guides occupants et les flyers du protocole sanitaire qu'on vous met à disposition. Il y a pas de souci. Après, ça dépend aussi de comment est-ce qu'on s'organise. Soit vous souhaitez réaliser le recrutement des locataires. Et dans ces cas-là, on vous donnera tous les documents de communication qu'il y a. Soit alors vous nous confiez cette tâche et nous, on s'en charge. Mais il n'y a pas de problème pour leur communiquer. Ouais, les flyers et le guide occupant. Alors, toujours vis-à-vis des occupants, des locataires, il y a une autre question sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais une question toujours sur les locataires, donc je la prends tout de suite. Comment s'assurer que les locataires fournissent les factures qui sont des données personnelles? Et puis, quid des changements de locataires? Si, voilà, s'il y a le bailleur ne maîtrise pas toujours Ouais, le changement de ouais, ouais. locataire, donc si avant, après rénovation, ça change. Donc, deux questions, Mickaël. Ouais. Alors, Les au niveau factures et le changement. oui, au niveau de la fourniture des factures, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les index, les relevés et le montant de la facture. Et on ne veut pas savoir le nom, prénom de la personne. Donc, elles peuvent nous communiquer uniquement ces informations-là. Et on pourra faire d'ailleurs les photographies des factures en masquant leur adresse, leur identifiant. Ça, nous, on n'en a absolument pas besoin. C'est pas ça qu'on recherche. Mm. Mais en fait, oui, c'est de leur ressort. S'ils ne veulent pas nous les donner, c'est Ah sûr oui, qu'on voilà, on pourrait. complètement. Mais du coup, dans ces cas-là, il faudra peut-être choisir un autre locataire parce que comme l'étude nécessite les suivis de consommation d'énergie, il faut absolument qu'on ait des factures. Oui, Oui, c'est une forme d'engagement de départ de oui, locataire quand il participe, il va transmettre ces factures qui sont des données personnelles, mais nous, on s'engage à à les traiter de façon confidentielle. mm, Après, si en cours de route, il n'a plus envie, bah, malheureusement, on ne pourra pas maîtriser ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose à vérifier en amont. oui. Et puis le changement de locataire, Mickaël. Alors oui, on essaye d'éviter au maximum le changement de locataire pour la simple raison, c'est que lorsqu'on va comparer les mesures avant, après rénovation, il risque d'y avoir un biais sur l'occupant, sur l'effet de l'occupant. Après, si comment dire, la composition du ménage est à peu près identique, on peut se dire que ce biais est assez maîtrisé. Après, euh, bon, on ne peut pas savoir en amont, enfin, s'il y aura un changement de locataire. Si on le sait, il faudrait peut-être l'éviter. Oui, voilà, si on le sait, il faut Si on le l'éviter. sait, il faut l'éviter. Ouais. Mais si ça arrive, bah, tant pis. Voilà. Ouais. Et puis, donc, je reviens à la question qui précédait sur la date de fin des travaux. Donc, quand est-ce que, voilà, tu peux Alors, repréciser un petit peu le calendrier pour des oui, logements, ça concerne plus spécifiquement des logements collectifs. eh bien, en fait, ce qui limite, c'est la période à laquelle on fait des mesures, quand on fait les mesures, puisque dans le panel 1, on souhaite faire les mesures avant rénovation et après rénovation pendant la même période. Donc, si je prends aujourd'hui, on est en juin 2020, on va dire que les travaux vont débuter en septembre 2020. Donc, ça veut dire que l'enquête, on va la faire entre juin et septembre 2020. Eh bien, il faudrait qu'on puisse refaire l'enquête après rénovation en juin 2021, si la durée des travaux est d'un an. Après, si on a des travaux pour lesquels la durée est de moins d'un an, voilà, ouais, ça peut être intéressant aussi, quoi. Et le max du max, je ne sais plus si tu l'as dit, le En dernier. fait, on terminera les dernières instrumentations, on les fera en septembre 2021, mais pas plus tard. J'espère que ça vous permettra de Ouais. participer tout de même, Madame Guina. Alors, une autre question, un projet de rénovation de logement suite à un achat peut-il vous intéresser dans la mesure où on n'a pas les factures avant, mais uniquement le diagnostic énergétique? Mm. Donc, si je Et, comprends. Ouais. alors, on a souvent eu des cas comme cela, rénovation énergétique après achat, et le problème qu'on a rencontré, c'était que les occupants n'étaient pas présents dans, notamment là, c'était des maisons, avant les travaux de rénovation. Et du coup, tout ça, c'est rédhibitoire. On ne peut pas faire l'enquête s'il n'y a pas d'occupants à l'intérieur du bâtiment. Mm.
Mais si l'occupant, alors je ne sais pas si la rénovation a lieu tout de suite, hein, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas. Oui. Peut-être si l'occupant n'est présent qu'un mois avant d'engager ses travaux, est-ce que ça peut quand même nous intéresser? Oui, oui. Après, on aura moins d'informations sur les consommations d'énergie. Après, oui, la question est-il possible de, oui, récupérer les consommations d'énergie du précédent propriétaire? Ça, je ne sais pas, mais Ouais, ça c'est sans doute c'est peut-être compliqué. difficile. Le diagnostic énergétique, est-ce qu'on s'en sert? Peut-être que je peux demander à Élodie si elle a un avis. Donc Élodie, c'est notre collègue qui pilote le suivi énergétique. Oui, bonjour à tous. Oui, non, mais effectivement, vous avez bien répondu. C'est vrai que sans données de consommation avant travaux, c'est compliqué. Oui, la personne qui pose la question dit, pour résumer, il faut des travaux en site occupé. Oui, absolument. Oui, complètement, tout à fait. Pour vous exprimer. Ah oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, je laisse la parole à Monsieur Laurent Guay. Oui, rebonjour à tous. Donc moi j'ai été approché par Atmo, Bérénice Genson, que je salue d'ailleurs, je crois qu'elle est présente autour de la table. Oui. Et c'est à elle que je transmets régulièrement les potentiels propriétaires avec qui on travaille, nous, sur l'approche globale de leur rénovation énergétique. Oui. Donc on passe pas par vous, ça pose aucun souci. Oui, ça pose aucun souci. De toute façon, on est en contact très régulier avec Bérénice et elle nous communique de toute façon les informations que vous pouvez lui communiquer, puisqu'au final, on valide les bâtiments. Donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez passer par Bérénice, il n'y a pas de souci. Et j'ai une seconde question concernant la date butoir de ces instrumentations. Si on dit que la dernière instrumentation aura lieu en septembre 2021, après travaux donc, Oui. ça veut dire que les instrumentations avant travaux devraient s'arrêter en septembre-octobre de cette année. Oui, si les travaux effectivement durent un an, oui. Ouais, Si la durée des travaux est d'un an. si on veut les faire à la même époque, hein, comme vous l'avez Exactement, dit oui, auparavant. exactement. Donc ça veut dire qu'il nous reste 3-4 mois. Donc là, il faut absolument être peut-être un peu plus incisif sur, pour trouver des propriétaires Oui. qui seraient Oui. plutôt d'accord. Après, on peut avoir un petit delta. Si c'est pas en septembre qu'on instrumente, on peut peut-être instrumenter en octobre. Enfin bon, mais il ne faut pas qu'on passe, par exemple, d'une période de hors chauffe à une période Oui, de chauffe. d'accord, Ah non, voilà. d'accord. Bah, écoutez, merci pour ces réponses. Merci à vous. Vous avez tout l'été pour convaincre. Alors, une question sur le chat. Pensez-vous distinguer les projets qui ont été accompagnés donc, par des ALEC, par des points info énergie, l'ANA ou des architectes, de ceux qui n'ont pas été accompagnés? Je suppose que c'est distingué dans l'analyse, dans le traitement des données, dans l'exploitation. Alors, on n'a pas renseigné ces informations-là dans les questionnaires. Après, si on a l'information, pourquoi pas, mais C'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on a pensé, en tout cas. non, c'est vrai. J'espère que ça a répondu à votre question. N'hésitez pas sur le chat ou à lever la main. Donc, on a parmi nous aujourd'hui Bérénice Jenson qui fait les instrumentations dans la région Grand Est. Tu n'hésites pas à intervenir, Bérénice, si tu veux compléter ou préciser des points, puisque tu es aussi sur le terrain. Donc, s'il y a des questions qui sont toujours posées par les gens que tu recrutes, qui pourraient être utiles à l'échange, là, n'hésite pas à prendre la parole. Oui, bah, c'était très complet, hein, la présentation était très complète, c'est relativement clair. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est plus sur le recrutement des maisons individuelles, parce que quand on appelle des gens, voilà, ils ont toujours l'impression qu'on va les démarcher, alors ce qui n'est pas du tout le cas. Et voilà, c'est un petit peu ça les difficultés. Et puis un peu plus encore dans le contexte actuel, ou peut-être qu'il y aura des personnes qui auront encore plus de réticence, mais voilà, après les questions qui sont posées, après ça dépend fortement aussi de l'intérêt des personnes par rapport à la qualité de l'air intérieur. C'est aussi ça le point d'entrée, c'est-à-dire que les personnes qui ont un intérêt à connaître la qualité de l'air intérieur dans leur bâtiment, donc ça va les intéresser et ça va leur apporter voilà, des informations sur ça, et c'est tout bénéfice pour eux, donc ça c'est intéressant aussi pour elles. D'accord, donc il n'y a pas de questions que les gens te posent toujours et auxquelles on pourrait apporter un éclairage aujourd'hui? Non, pas forcément. Ouais. D'accord, merci beaucoup.
Je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Ah si, une qui vient d'arriver. Cette enquête complète-t-elle l'enquête Trémy? Y a-t-il une relation entre les deux enquêtes? Alors l'enquête Trémy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une enquête menée par l'ADEME, ou pour l'ADEME en tout cas, sur les travaux de rénovation énergétique. Et donc il y a eu une première enquête en 2017 et là il y a la deuxième qui est en cours. Cette enquête montrait notamment, enfin moi ce qui m'avait marqué, c'est que les gens qui font des travaux de rénovation énergétique, enfin dans les 10 bouquets de travaux pour rénovation énergétique les plus fréquents, aucun n'incluait spécifiquement la rénovation de la ventilation, du système de ventilation, installation d'un système ou rénovation du système. Et dans un grand nombre de rénovations qui étaient citées, il y avait une toute petite proportion qui incluait vraiment la rénovation du système de ventilation. Donc ça montrait en fait que la ventilation est complètement oubliée, alors qu'elle est complètement déterminante pour la qualité de l'air intérieur. Et Mickaël évoquait en introduction toutes les contre-performances possibles. Et ce qu'on a observé dans une autre étude, ça concernait le radon spécifiquement, c'est que toutes les maisons qui sont des maisons anciennes, notamment dans les zones qui ont du radon, donc en Bretagne, dans le Limousin, la plupart, enfin toutes celles qui étaient rénovées sans qu'on prenne en compte la ventilation, sans l'installation d'un système mécanique de ventilation, avaient toutes, statistiquement, à l'échelle de l'échantillon, il y avait 6000 maisons, des concentrations en radon supérieures à celles qui n'avaient pas été, qui n'avaient pas été rénovées. Et la raison qui expliquait ces différences, c'est que les gens n'incluaient pas la ventilation, donc il y avait pas de, ils étanchaient leur enveloppe, ils changeaient les fenêtres, et ils n'incluaient pas le renouvellement d'air, donc le radon il continue à venir par le sol et les concentrations étaient supérieures dans ces maisons. Donc c'est vraiment un point faible, enfin un point à faire connaître. Donc il n'y a pas, enfin je ne sais pas si tu veux compléter, Mickaël, il n'y a pas de lien à ce jour entre les Non, il n'y a deux pas de enquêtes. lien, non. Mais finalement, QSE permet de documenter des choses, des points d'alerte de l'enquête Trémy. Je vous propose de clôturer notre webinaire. Je vous remercie à nouveau tous de votre intérêt et puis j'espère qu'on sera donc en contact très prochainement pour pouvoir aller instrumenter vos logements ou écoles ou bureaux. N'hésitez pas à nous recontacter. Mickaël vous a mis l'adresse email pour toute précision, toute chose que vous n'avez pas eu le temps d'aborder aujourd'hui ou que vous n'avez pas souhaité aborder tous ensemble. N'hésitez surtout pas. Donc à très bientôt et bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.